Bonjour, bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient déjà présents pour la table ronde, la première table ronde sur la gestion ISR et la transition climatique. Effectivement, pendant cette table ronde, transition climatique, on a aussi parlé de transition démographique, on a parlé de transition numérique. Est-ce que la tech, la green tech sera au service de l'environnement? Est-ce que la démographie, c'est sûr que si en 2050 on est 10 milliards d'habitants sur Terre, ça va peut-être pas aider sur cette transition climatique, etc. Donc, ce sont des sujets que l'on va continuer à aborder au cours de cette deuxième table ronde, que l'on souhaitait aussi, je dirais, interactive. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat qui apparaît sur vos écrans. On va faire en sorte de les prendre à partir je pense, ça sera à partir de 16h15 pour 10 minutes, 15 minutes de questions à partir de ce timing-là. En tout cas, on reste 3/4 d'heure ensemble pour l'instant avec nos intervenants. Merci aux orateurs, en tout cas, d'accepter notre invitation. Je vais peut-être présenter les différents intervenants. Tout seigneur, tout honneur. Emmanuelle Gérinaud, qui est présidente d'Intersélection, un cabinet de conseil qui est basé à Bordeaux. Bonjour Emmanuelle. Bonjour à tous. Et Merci. peut-être préciser, Pardon? vous êtes aussi vice-présidente de la CNCEF Oui, Patrimoine. exactement. Chambre nationale des experts financiers. Laurent Gaillet, vous êtes directeur général adjoint d'AXA Wealth Europe et vous êtes basé au Luxembourg. Oui, tout à fait, Jean-François, c'est exact. Bonjour. Bonjour. Olivier Waro, vous êtes directeur de tout ce qui est assurance en fait au sein de Capgemini Invent, groupe Capgemini. Exactement, c'est l'entité de conseil de Capgemini. Et enfin, Pascal Mercier, vous êtes directeur des produits thématiques, thématiques equities et product spécialiste au sein de Crédit Suisse Fund Management. Et je crois que vous êtes basé malheureusement en Suisse. Bonjour à tous, oui, effectivement, on est en Suisse. Et merci de nous avoir aujourd'hui sur ce panel. Bon, c'est gentil. Avant de prendre justement rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être partager mon écran et vous présenter quelques éléments parce que on ne se refait pas. Hein, Quantalis, c'est Quant. Donc, Quant, c'est quelques données. Donc, on aime bien montrer quelques données pour lancer les débats. Si vous voyez bien mon écran, j'espère que vous voyez le panel. On voulait insister au départ sur cette année 2020 qui est quand même assez particulière et qui, semble-t-il, est venue, j'allais dire, exacerber ou servir un peu de révélateur sur cette approche thématique, à la fois sur le fait que il y a des gagnants et des perdants. Vous avez vu des performances, notamment des zones géographiques comme la Chine, les États-Unis et même l'Europe du Nord qui s'en sortent très bien, qui sont très positives malgré le rebond du mois de novembre. On a encore des zones géographiques comme le Brésil, l'Espagne ou la France qui sont un petit peu encore en queue de peloton. Donc il y a un effet Covid, une certaine logique des marchés sur le Covid. Et puis on a aussi des gagnants et des perdants sur des approches thématiques. Les investisseurs ont bien compris qu'il y avait un changement. La tech, ça ne va pas s'arrêter demain. La biotech, la santé, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, des éléments plus cycliques comme l'énergie ou la banque. On voulait aussi illustrer ça à travers les flux de collecte, hein, que je parlais d'un accélérateur de particules sur des tendances qui étaient déjà présentes depuis longtemps. Autant le Covid, on s'est laissé surprendre, autant la transition technologique, le vieillissement de la population ou la transition climatique, ça fait un moment qu'on en parle. Et on voit effectivement que les investisseurs ont intégré ça, puisque 2019-2020, il y a un vrai engouement des flux de collecte actions sur des fonds thématiques. Vous voyez que la moyenne est proche de zéro sur la période en question, même 2020, mais c'est plutôt négatif pour des placements type Action Europe, qui est en bleu ciel en bas, et plutôt très positif pour des placements Action Monde ou Action Thématique. Vous voyez que ça a non seulement très bien résisté, mais en plus très bien performé avec des très fortes collectes depuis le début de l'année. Quand on pose la question au CGP ou à la gestion de patrimoine, vous voyez que tout à droite, vous avez un vrai engouement quand on leur pose des questions sur est-ce que vous allez privilégier la gestion thématique, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en avant auprès de vos clients en 2021. C'est les actions thématiques qui emportent de très loin la faveur des conseillers en gestion de patrimoine.
On a aussi une forte accélération sur les fonds ISR et sur les fonds à produits structurés à formule ou sur des fonds or et matières premières, sans doute pour l'or, pour essayer de se protéger dans les périodes et retrouver de la diversification. Et enfin, quand on leur pose des questions sur quelle thématique vous voulez mettre en avant en 2021, numéro 1, le climat, mais numéro 2, juste derrière, la tech, le digital, qui reste très recherché, le vieillissement, la sécurité, l'éducation, les infrastructures, juste derrière. Donc, c'est des thématiques très recherchées. Alors, les questions qu'on va voir ensemble, moi, je m'arrête là pour mon introduction, c'est, bon, on comprend bien qu'il y a plusieurs thématiques, mais parfois, on a des investisseurs qui craignent l'effet de mode, en se disant, voilà, on surfe un peu sur une vague, mais on voit les flux de collecte arriver, mais c'est peut-être un moyen de revamper de la gestion traditionnelle, et c'est de la fausse thématique. Et puis, c'est pas du greenwashing, mais c'est du thématique washing. Et puis, quelle thématique privilégier, et puis quel secteur société privilégier, et puis comment assembler tout ça dans mon portefeuille. Donc, on se retrouve avec beaucoup de questions et donc, on va essayer d'y répondre ensemble avec nos experts. Voilà, j'arrête la présentation pour retrouver nos orateurs et donc pour attaquer le sujet, j'allais dire, pour planter un petit peu le décor, je vais essayer de laisser la parole à Olivier Waro qui, je le disais, travaille au sein de Capgemini Invent, donc la structure de conseil. Capgemini, vous avez l'habitude de réfléchir au monde de demain, c'est un peu votre raison d'être. Quels sont les éléments que vous essayez de donner de l'avance à vos clients? Quels sont les éléments que vous abordez avec vos clients sur les grandes transitions de demain et sur lesquels il faut s'y préparer? Alors merci Jean-François, merci à toi et merci aussi à Jean-Paul de m'avoir invité cet après-midi. Vous savez tout le bien que je pense de votre événement annuel et que je trouve particulièrement qualitatif et il faut le souligner. Et je suis honoré de participer à cette table ronde avec peut-être un double regard, celui évidemment du consultant métier en charge du secteur assurance, mais également le regard du collaborateur d'un grand groupe technologique. Alors ta question, elle est très vaste. Lorsque l'on regarde tous les défis qui sont les nôtres, alors qu'ils soient démographiques, économiques, sociétaux, politiques, environnementaux, technologiques, il est clair que l'allocation des ressources sera clé dans le dessin des contours de notre futur. Alors pour commencer, j'aimerais bien faire le lien avec la précédente table ronde et revenir sur la RSE en particulier. Déjà, parce que les assureurs sont bien placés pour mesurer l'urgence climatique. Quand on pense par exemple que le coût des catastrophes naturelles a augmenté de plus de 250% ces 20 dernières années. Mais la deuxième raison, c'est que je suis persuadé que l'investissement dans la technologie est au cœur de la décarbonisation de l'économie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Nous venons de publier un rapport qui s'appelle Fit for Net Zero, qui est un rapport public que nous venons de publier en mi-octobre sur les 55 technologies qui vont accélérer la transition vers une économie neutre en émissions de carbone au niveau européen et à horizon 2050. Alors, c'est un rapport qui a été travaillé en collaboration avec Breakthrough Energy, que vous devez connaître. C'est le réseau regroupant plusieurs organisations et qui a été fondé par Bill Gates notamment. Et lorsque l'on regarde la tendance actuelle, avec les mesures qui ont déjà été prises, nous devrions réduire à peu près de 60% nos émissions nettes de carbone à horizon 2050. Et ce rapport examine précisément, analyse les technologies existantes ou émergentes qui permettront d'atteindre la neutralité carbone à cet horizon et donc réduire ce gap de 40% qui existe encore. Vous le verrez, le potentiel de valeur ajoutée brute de ces technologies, ce qu'on appelle la grosse value added, est estimé à près de 800 milliards d'euros à horizon 2030 et à près de 13 trilliards d'euros entre 2030 et 2050. Ça, c'était le premier point. Alors, pour rester sur la technologie et peut-être plus globalement, il me semble qu'il y a un gisement de croissance et une accélération des transformations à venir avec la convergence entre deux univers technologiques, c'est-à-dire les technologies numériques d'une part et l'ingénierie industrielle d'autre part. Vous avez dû le noter, c'est d'ailleurs le sens même du rapprochement entre Capgemini et Altran.
Et on voit bien ces convergences sur les secteurs que tu as cités, hein, Jean-François, comme l'énergie, l'industrie, la santé ou l'agriculture, par exemple. Dans l'industrie, on voit bien la valeur ajoutée des usines connectées. À horizon 2022, on estime que près des 2/3 des usines compteront des interactions entre les machines et entre les différents systèmes de production. Et en agriculture, les investissements dans la robotique intelligente et l'agritech vont profondément transformer le secteur. On a d'ailleurs la chance en France de compter un écosystème d'agritech extrêmement dynamique avec plus de 200 startups sur ce domaine d'activité, si je ne dis pas de bêtises. Alors, la troisième tendance est probablement à regarder du côté de la géopolitique. On assiste à deux phénomènes qui me semblent intéressants de souligner. D'une part, un déplacement du centre de gravité économique et politique vers l'Asie. Et de l'autre côté, la mondialisation qui fait face à des critiques avec une montée des protectionnismes et on assiste un peu à une résurgence du local. Alors, sur l'Asie, il est évident qu'il y a là de nouveaux marchés à capter et auxquels il va falloir s'adapter. Et sur la résurgence du local, c'est une tendance qui valide pour moi, entre autres, l'importance du private equity avec des levées de fonds en France qui battent chaque année des records depuis 2015, avec, je crois, en 2019, 21 milliards d'euros levés, soit plus du double du niveau de 2006 avant la crise financière. Alors, enfin, je voudrais souligner un dernier point, c'est la démographie. D'un point de vue démographique, on peut parler du vieillissement de la population, qu'on peut coupler à une forte pression sur les systèmes de protection sociale, qui nécessitent de lourds investissements. Et vous savez, ça fait des années qu'on a en France une réflexion sur le financement du grand âge et la répartition entre un financement public et un financement privé. Ce qui est certain, c'est que les personnes de plus de 65 ans représentent plus de 20% aujourd'hui de la population française, soit une progression de près de 5 points en 20 ans, selon l'INSEE. Les pouvoirs publics participent aujourd'hui à 80% du financement des dépenses des personnes âgées dépendantes. Et le rapport Libaud, qui date de 2009, évalue à horizon 2030 à 9 milliards d'euros le besoin de financement supplémentaire. Voilà. Ce qu'on peut évoquer du point de vue de manière extrêmement rapide des quelques grandes tendances qui vont modeler les investissements dans les années à venir. Très bien. Donc, le décor est planté, effectivement, d'un multiple, on pourrait résumer, un multiple Big Bang au même moment. Et pour faire le lien avec l'intervention de Laurent Gaillet, je lirai l'élément sur l'Asie et la Chine avec le vieillissement de la population, puisqu'il paraît qu'eux-mêmes vont aussi, à un moment donné, devoir gérer ce type de défi, le vieillissement de la population en Chine. Alors, peut-être, Laurent, en tant que directeur général adjoint d'une compagnie d'assurance, peut-être refaire un focus sur le secteur de l'assurance. La question qu'on pose aujourd'hui dans notre conférence, c'est est-ce qu'on est face à une nouvelle ère pour vos investissements? Donc, est-ce que tu réponds par non? Et donc, il y en a certains qui disent c'est le retour du monde d'avant, pétrole, banque, etc. Rien n'a changé, on a été juste mis entre parenthèses. Ou est-ce que c'est une vraie... Quels sont les éléments qui peuvent te faire penser au fait qu'on est dans un nouveau paradigme, on pourra dire ça comme ça? Alors, le changement de paradigme, oui, c'est vrai qu'on a, je pense, un changement de paradigme, mais dans sa dimension, on va dire, universelle, c'est-à-dire un changement de vision du monde, et entre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui. Pardon. Non, tout se passe bien, on t'entend bien. Je pensais que vous ne m'entendez pas. Non, tout va bien. Et puis, peut-être aussi, j'en profite pour refocaliser sur la crise du Covid qui a servi un peu de révélateur pour un assureur comme AXA. Oui, exactement, tout à fait. Oui, c'est un facteur catalyseur. Alors, peut-être s'inspirant d'ailleurs ce changement de paradigme de ce que disait déjà Jean Monnet d'ailleurs dans les années 50, savoir que finalement, les hommes ne changent pas sans nécessité et que ce sont les crises qui génèrent les nécessités. Alors, en fait, cette crise, elle a été un facteur effectivement catalyseur, catharsis, parfois d'accélérateur d'évolution. Parfois, elle les a créés, parfois, elle les a accompagnés. Et je voulais, à travers en fait 5 éléments un petit peu clés qui guident notre réflexion et notre action, parce que la réflexion sans action, c'est la ruine en fait du conseil. Avoir un prisme un petit peu patrimonial sur une démarche holistique
du conseil patrimonial lié justement à tous ces changements de paradigme qui touchent et avoir le prisme finalement du client et de l'assureur qui fait au Luxembourg ou en France de la gestion de patrimoine dans sa vision donc à la fois évidemment juridique, fiscale, psychologique, sociale et évidemment financière, puisque la table ronde a une grande participation financière. Le premier des paradigmes, c'est effectivement ce vieillissement de la population, c'est un fait, et l'allongement de l'espérance de vie. On vit un monde aujourd'hui qui n'a pas d'antécédent dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a 5 générations qui coexistent. 5 générations peuvent coexister, et si on lit d'ailleurs les ouvrages futuristes, on peut penser que peut-être 6 générations vont coexister demain. Ce qui, pour nous, Madame l'assureur, qui devons accompagner nos clients dans la durée de leur chemin de vie, est extrêmement important dans les évolutions et dans le conseil qu'on doit leur apporter. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il faut savoir gérer les solidarités familiales. Tout à l'heure, on parlait des problématiques de vieillage, de dépendance, mais il faut gérer les solidarités, il faut gérer les disruptions, parce que, comme disait Sacha Guitry, les familles s'entendent bien tant qu'elles n'ont pas hérité. Et donc, à nous de gérer aussi patrimonialement cette évolution, ces fluctuations, ces chemins de vie et ces horizons différents. L'horizon du court terme avant est un horizon de moyen terme, voire de long terme, puisque quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, un couple qui a 50 ans, son espérance de vie, si on en tient compte des tables de l'INSEE, aujourd'hui pour un couple, une femme c'est 85 ans, un homme 81 ans, et en bonne santé, 62 ans d'un côté et 65 ans de l'autre. Et ça aussi, ce sont des éléments à prendre en considération pour les assureurs que nous sommes sur à la fois le conseil patrimonial, l'accompagnement bien sûr dans la durée, mais également sur les schémas, les stratégies qui visent à annihiler de plus en plus les stratégies qui sont figées dans le temps. On est de plus en plus dans le conseil avec de la réversibilité. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, sur une durée de vie longue, eh bien, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent arriver. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement la difficulté, tu parlais tout à l'heure de la crise du Covid, c'est l'incertitude, c'est la difficulté de se projeter. Et c'est le début de la résilience que de commencer à réfléchir à l'incertitude. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire comme assureur ? Ça veut dire faire en sorte de bien gérer la désépargne. On est là pour gérer l'épargne du client, mais on est là pour gérer sa désépargne, c'est-à-dire gérer l'épargne pendant qu'il sera a priori inactif. Et c'est ça qui devient de plus en plus compliqué. Pourquoi ? Parce que les Français, notamment, ont toujours l'impression qu'ils vivront moins vieux que ce qu'ils vivent en fait, quand on leur présente l'étape de mortalité. Et donc, les produits qu'on dit tunnels, les produits retraite, le PER ou les garanties dépendance, qu'on pourrait plutôt appeler d'ailleurs garantie autonomie, sont parfois compliqués à vendre. Et je pense qu'il y en a une pédagogie très forte du côté des assureurs à faire pour inciter les gens à considérer que certains totems sont tombés, comme évidemment le fameux triomphe du fonds euro avec la garantie de la liquidité, du capital, et ces produits qui maintenant, finalement, perdent de toute leur pertinence vu les rendements en dégradation forte qui vont perdurer pendant les prochaines années. Le troisième paradigme, et je pense qu'il faut prendre en considération, c'est effectivement l'iconique digitalisation dont on parlait. Savoir que face à des clients qui deviennent de plus en plus augmentés, avec de la surinformation, avec de l'instantanéité, de l'information, de l'ubiquité, eh bien, quand on fait de l'accompagnement patrimonial dans une compagnie d'assurance, eh bien là aussi, on doit avoir des commerciaux qui ne sont pas obligatoirement des geeks informatiques, bien que je n'ai rien contre les informaticiens, mais des commerciaux qui doivent s'adapter en fait, au fait qu'un simple clic peut créer, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, une grande claque pour la fidélisation du client. Donc, la vigilance également sur le meilleur des deux mondes que constitue à la fois la digitalisation, mais l'humanisation de la relation. Et d'ailleurs, je pense que tu parlais de la crise du Covid. Je pense qu'en tout cas, chez nous, chez AXA au Luxembourg, on n'a jamais été autant en contact avec les clients. Et donc, pendant cette crise du Covid, avec les gestionnaires de patrimoine, pour les rassurer, parce qu'il s'agit de concilier à la fois, c'est vrai, l'anti-loi de Murphy pour les process, mais par contre, avoir un contact de plus en plus présent et prégnant avec les clients. Et je pense que ce n'est pas un oxymore que la digitalisation et le conseil. Alors, on va s'arrêter là, Laurent, parce que il faut laisser parler les autres, et on reviendra sur le 5e point qui est l'environnement et l'ISR, parce que c'est un élément important aussi pour AXA.
Peut-être Emmanuel, justement, en droite ligne de ce que vient de dire Laurent, on parle de l'accompagnement de l'assureur auprès des courtiers, des conseillers et donc des clients finaux. Voilà, quand on parle de ces mutations, soit démographiques, soit numériques, ça peut être, enfin, ces multiples big bangs, ça peut être un peu angoissant pour des investisseurs finaux. Comment redonner de la visibilité aux investisseurs, comment transformer ces méga trends en utilité, j'allais dire, en levier de votre côté gestion de patrimoine. Oui, alors déjà pour nous, effectivement, Laurent l'a bien expliqué, c'est une problématique importante pour les assureurs. Je dirais que pour les conseillers en gestion de patrimoine, le vieillissement de la population, donc de rentrer dans une silver economy, finalement, c'est une opportunité pour nous parce que d'abord, il y a énormément de clients qui vont avoir besoin de nous. Hein. Vous l'avez dit, Olivier, les plus de 65 ans aujourd'hui représentent 20% de la population. En 2035, ça sera 31%. Donc, on n'a pas fini de voir cette population augmenter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder des études comme celle de la HSBC qui montrent que 52% de la richesse mondiale est détenue par les plus de 50 ans et que seulement 26% d'entre eux ont déjà fait appel à un conseiller. Donc, on peut estimer quand même que notre accompagnement, en fait, va être extrêmement utile. Alors, d'abord, effectivement, pour ceux qui sont retraités aujourd'hui, mais aussi pour les retraités de demain, puisque quand même, il faut avoir conscience que les pensions vont changer. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le rapport du COR, le Conseil d'orientation de la retraite, qui a été publié la semaine dernière, mais il nous explique bien qu'effectivement, le vieillissement de la population va être en fait freiné par le fait qu'on va partir plus tard à l'âge de la retraite, puisqu'aujourd'hui, en moyenne, c'est 62 ans, mais dans 2040, ça sera 64 ans, et que par contre, les pensions vont énormément baisser, puisque si elles sont en moyenne aujourd'hui de 50%, elles vont devenir à peu près à 30, 32, 35% maximum en 2060. De taux de remplacement. Taux de remplacement, exactement. Donc, ça demande quand même effectivement un accompagnement à la fois vis-à-vis de ceux qui sont aujourd'hui salariés ou indépendants et puis de ceux qui sont retraités. Alors, juste pour parler justement des taux de remplacement, si on veut donner un exemple très concret pour savoir comment ça se passe quand on part à la retraite. Donc, je prends l'exemple j'imagine, je suis salarié, j'ai 65 ans, je pars à la retraite, ma rémunération était de 30 000 euros, donc mon taux de remplacement va être de 70%, donc chaque année, je vais me retrouver avec 9 000 euros en moins. Donc, si je souhaite en fait conserver ce pouvoir d'achat et que j'imagine que ma retraite va durer 30 ans, étant donné l'espérance de vie qui sera la mienne, donc je peux imaginer que je vivrai jusqu'à l'âge de 95 ans, eh bien, pour que je conserve ce niveau de vie, il va falloir que je parte à l'âge de la retraite avec un capital de 270 000 euros. Et si je suis indépendant et que ma rémunération est de 100 000 euros annuels et que je pars toujours à la retraite à 65 ans et que j'espère toujours vivre jusqu'à l'âge de 95 ans, là, mon taux de remplacement étant que de 50%, je dois m'imaginer qu'au moment de partir à la retraite, il faudra que j'ai un capital de 1,5 million. Donc, vous imaginez un peu les conséquences que ça peut avoir effectivement sur la vie des personnes qui sont en pleine possession, je dirais, de leurs revenus et qui peuvent se projeter dans cette angoisse un peu du vieillissement, même si on a envie tous de vivre très très longtemps, il faut quand même pouvoir avoir un accompagnement dans cet univers. Et évidemment, vous l'avez dit aussi Laurent, l'effet Covid, ça ne va pas arranger les choses dans la mesure où on sait que le système de financement de retraite, c'est 79% qui provient des cotisations sociales. Donc, étant donné le repli d'activité qu'on a connu, on sait déjà en fait que le déficit pour 2020 du système de retraite, c'est 23,5 milliards déjà qui est annoncé. Ça coûte combien de payer un EHPAD par mois pour un couple à Bordeaux? Par personne, vous pouvez compter 7 000 euros. 7 000 euros par personne. Ça peut être très élevé en fonction en fait des soins qui sont les vôtres. Bien sûr. Si vous avez besoin d'être assisté, si vous avez besoin d'une assistance particulière pour une maladie type Alzheimer, d'un suivi quotidien et permanent toute la journée. Ça peut être 3 000 à 4 000 euros par mois ou 6 000 à 7 000 euros par mois. Exactement, ça dépend, donc effectivement, ça dépend des besoins. Il faut mettre quelques millions d'euros de côté. Sachant que souvent c'est par personne et pas par couple en plus. Donc c'est assez difficile parce qu'on ne peut même pas dire que si on part à deux, on aura un effet. J'en ai pas garanti d'être ensemble dans la même maison et en plus, il n'y a pas forcément d'effet d'échelle. Voilà, donc si vous voulez, je pense que pour nous, c'est quand même aussi important de dire que finalement, c'est une opportunité d'accompagner ces épargnants. Donc notre rôle à nous, vous l'avez dit aussi Laurent, c'est de les sensibiliser en fait sur ces problématiques.
de les sensibiliser en amont, d'avoir un rôle très pédagogique, un rôle d'accompagnement. Et puis, bien sûr, notre rôle à nous, c'est de trouver des solutions, donc des thématiques essentiellement. Vous l'avez bien dit, Jean-François, en introduction, c'est vrai que toutes ces nouvelles thématiques sont extrêmement demandées par les investisseurs. D'abord parce qu'elles sont performantes, hein, on l'a vu même en période de crise Covid, en fait. On s'est rendu compte que tous les fonds qui avaient des notions de ESG et des critères ESG dans leur gestion étaient extrêmement résistants. Et puis, ça parle aussi à l'investisseur. Donc, il se sent impacté dans ce choix de décision d'investissement parce que c'est son quotidien tous les jours, les nouvelles technologies, le climat, la clean énergie, la robotisation, etc. Ça lui change vraiment sa vie du quotidien. Donc, c'est plus facile pour lui de se projeter dans ses investissements. C'est Donc, visible et compréhensible. c'est compréhensible, c'est visible, ça lui donne une visibilité sur le long terme. Et puis, il y a un impact vraiment dans ses choix de décision et d'investissement. Alors, c'est parfait. On comprend mieux justement le rôle du conseiller en gestion de patrimoine et à travers notamment ces nouvelles approches thématiques. Je vais passer la parole à Pascal Mercier, justement directeur en charge de ces gestions thématiques au sein de Crédit Suisse Fund Management. J'allais dire, Pascal, c'est un peu du pain béni dans le sens où on a en plus dans une Europe vieillissante, on vient de le voir, et surendettée, une sorte on prend conscience d'une sorte de désengagement de l'État face à des besoins de financement qui sont importants, ou en tout cas de plus en plus importants. Et donc, c'est typiquement le genre d'approche que vous pouvez jouer ou que vous détectez au sein du Crédit Suisse. Oui, tout à fait. Merci d'abord encore une fois pour nous accueillir sur cette plateforme. Merci, c'est une très belle plateforme pour discuter justement de tout plein de sujets, dont tout ce qui est investissement thématique. Donc nous, on a évidemment une structure, une plateforme ici en place à Zurich, en Suisse, où on fait des investissements thématiques. On fait ça depuis un peu plus de 14 ans maintenant, donc près de 15 ans d'investissement dans l'univers thématique. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été mentionnés déjà, pour lesquels je suis tout à fait d'accord, évidemment. Donc cette année, évidemment, je confirme, une très belle année en termes de collecte, en termes de performance. C'est pas la première année, évidemment, on en a eu d'autres. C'est une année de plus, finalement, de très bonnes performances. Un catalyse très fort vis-à-vis du Covid. On a vu tout plein de thématiques qui ont très bien marché. Mais ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est qu'on structure nos thématiques. Et je pense que je représente évidemment le point de vue de l'asset manager, de celui qui structure ces thématiques. Notre point de départ pour nous, ce sont ce qu'on appelle ces forces structurelles de changement dans la société. Donc, on doit trouver quelque chose qui est structurel et qui a une croissance structurelle. On peut identifier aujourd'hui des secteurs, et je pense qu'en introduction, il a été discuté ou demandé s'il n'y a pas un effet de mode. Il y a des structures dont on sait, ou il y a des domaines dont on sait qu'il y a une décroissance structurelle aujourd'hui. Nous, on a par exemple sorti quasiment tous nos investissements dans tout ce qui était lié de près ou de loin au secteur du pétrole parce qu'il y a une décroissance structurelle. Et malgré que ça va encore marcher pendant plusieurs années, mais il y a un élément ESG, mais il y a également un élément décroissance structurelle. Et toutes nos structures, toutes nos thématiques sont basées sur cette idée de pas un effet de mode justement, mais quelque chose qui doit être sur le long terme. Donc on sait qu'il y a besoin de plus de connectivité dans le futur, que la population est vieillissante, qu'il y a des besoins grandissants dans le secteur de la santé, l'infrastructure. On va avancer, Pascal, sur les constats, mais oui. peut-être, alors moi j'ai noté qu'on vous regarde comment vous faites concrètement chez Crédit Suisse pour investir et comment vous faites pour détecter les leaders de demain. Oui, alors on a une façon d'investir dans la thématique qui est un peu spécifique, je pense qui est assez unique en fait. Donc nous, on cherche les pure players de chacune des thématiques. Donc on veut se positionner sur ces pure players. Ce sont des sociétés plus petites, plus innovantes. On est assez tôt généralement dans le life cycle, si on veut, d'une société, très en amont. Donc généralement des sociétés qui sont encore assez jeunes, qui viennent de faire l'IPO, même on participe à beaucoup d'IPO. Et on veut investir sur le long terme. Donc la caractéristique de pure player pour nous est très importante parce que c'est là où il y a beaucoup de croissance évidemment. Et ce sont les disrupteurs en fait, ce sont les newcomers, ceux qui arrivent dans différents secteurs et qui permettent de disrupter ces secteurs. Donc on identifie certaines thématiques, par exemple on a la sécurité dans laquelle on investit depuis plus de 14 ans aujourd'hui. Les convictions qu'on avait il y a 14 ans sont les mêmes aujourd'hui, elles n'ont pas changé. Elles ont même augmenté dans certains secteurs comme la cybersécurité, l'automatisation et la robotique, même chose. On cherche ces pure players, ces sociétés innovantes qui vont pas finalement faire la même chose que font certains gros players
depuis 50 ans. On cherche des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire. Tout ce qui est éducation et santé également ont été 2 thématiques qui ont très bien marché cette année. Et là, il y a des choses intéressantes à faire. Tout ce qui est digitalisation, numérisation du secteur de la santé est un énorme sujet. On est encore très tôt dans cette thématique. Et malgré qu'on a lancé cette thématique il y a 3 ans déjà, on a vu une superbe accélération, mais c'est encore très très tôt en termes de taux de pénétration et de part de marché. Et même chose pour l'éducation. Alors, de long terme, donc c'est forcément avec des approches ESG, c'est forcément des fonds, j'allais dire, un peu labellisés ou… Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas des investisseurs ESG au sens où on cherche de l'ESG dans l'identification des sociétés en amont. On applique des filtres ESG un peu plus tard, donc on identifie des univers thématiques sur lesquels ensuite on applique les filtres ESG, évidemment, et on construit les portefeuilles en ligne avec un cadre ESG. Mais l'idée n'est pas d'aller chercher les meilleurs ratings ESG qui existent, évidemment. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Quand on parle de désengagement de l'État ou quand on parle d'activités réglementées ou d'activités de long terme, en fait, j'ai qu'à investir dans les GAFAM parce que j'ai vu récemment que Google lançait Googleplex et essaye de disrupter la banque. Facebook lance Libra pour disrupter la monnaie. Amazon lance Amazon Pharmacy pour disrupter une activité réglementée qui est la santé. Salesforce rachète Slack, etc., etc. Donc, autant racheter les gros et les leaders plutôt que les newcomers. C'est une bonne question parce que c'est ce que font certains de nos compétiteurs, évidemment. Nous, on a pris le pari d'aller chercher les petites sociétés, les disrupteurs. On pense qu'évidemment, les Google, les GAFA, les Amazon vont se faire disrupter éventuellement aussi. Il y a moins de croissance à aller chercher et on trouve de plus belles opportunités ailleurs. Et ce ne sont pas des pure players d'aucune de nos thématiques. Ce sont des sociétés tellement diversifiées, des larges conglomérats. Ce sont des sociétés intéressantes. Je ne pense pas que ce sont des mauvais investissements du tout. J'en ai dans mon portefeuille personnel également, des GAFA, mais finalement, on procure une brique d'allocation différente. J'allais dire, on estime… On n'a pas besoin du Crédit Suisse pour acheter le Nasdaq ou pour acheter les GAFAM. C'est pas là qu'est la valeur ajoutée de… Exactement. Je pense que n'importe quel investisseur aujourd'hui est capable de prendre le Nasdaq et de sélectionner les top positions, les zooms, etc. Là où il y a des choses intéressantes, c'est des plus petites sociétés, moins connues, qui passent un peu sous le radar. Oui. D'accord. Olivier, peut-être justement embrayer sur les perspectives, donc la gestion thématique, on a fait le constat, on est tous d'accord pour ces changements structurels. Maintenant, on se pose la question de savoir comment on va les financer, puis peut-être voir aussi, parce qu'on est dans une conférence Cantalis, donc il y a des assureurs qui sont connectés, des conseillers financiers, des banquiers privés, voir un petit peu leur impact. Est-ce que, comment, j'ai l'impression qu'on a digitalisé notre ancienne chaîne de valeur. Et la question d'après, c'est est-ce qu'on va pouvoir digitaliser, réinventer une nouvelle chaîne de valeur demain, parce que il va y avoir du quantique, du cloud, du blockchain, etc. Donc j'ai l'impression qu'on n'a encore rien vu et que des très grosses mutations vont encore arriver. Le micro, on n'entend pas le micro. Oui, alors si on parle de l'avenir de l'assurance vie, je vais beaucoup paraphraser en fait ce qui a été dit par Laurent, par Emmanuel, par Pascal. En fait, il est clair que c'est une activité qui va fortement évoluer dans les années à venir, principalement pour les raisons qui ont été évoquées, de taux durablement bas, des incertitudes que nous avons sur les marchés, et pas que d'ailleurs. Moi, je vois 3 grandes tendances en fait qui se dessinent pour l'assurance vie. Un besoin de se réinventer en termes de proposition de valeur et d'offres de produits et services. Donc, on va en reparler. Deuxièmement, on sent de plus en plus l'importance d'avoir une approche globale, Laurent en parlait, une approche globale des clients, plus transversale entre les différents produits d'épargne ou de retraite. Et puis, troisièmement, le nouvel équilibre que Laurent également a évoqué dans la relation client avec le meilleur du digital, mais également le meilleur de l'humain. Sur le premier point, sur l'offre donc de produits et services de demain, pratiquement tous nos clients nous interrogent aujourd'hui sur ce qui pourrait se substituer aux fonds euros. On parle beaucoup de ce que l'on pourrait proposer en complément de ces fonds, avec des interrogations sur des nouveaux produits type une deuxième version de l'eurocroissance, par exemple.
À côté de ça, donc Jean-François, tu as évoqué l'essor de l'investissement thématique, qui me semble être une autre tendance de fond. D'ailleurs, vous êtes bien placé aussi chez Cantalis pour savoir le succès par exemple, de cette année de votre notation Green. On peut également citer l'arrivée d'une application mobile que vous connaissez, un Rift, qui est un peu le Yuka des placements. Donc, on a très clairement un certain nombre de signaux qui montrent que le secteur va vers des investissements qui parlent davantage. Ça a été dit et redit cet après-midi. Autre exemple, sur ce renouvellement de l'offre produits-services, on voit une certaine, ce que j'appelle une démocratisation de services auparavant qui étaient plutôt des services haut de gamme, avec la sortie depuis maintenant 2 ans d'offres de gestion déléguée mass market, avec pour effet immédiat 2 choses. Une meilleure maîtrise de la déformation des portefeuilles dans la durée en termes d'allocation d'actifs, mais également ça permet aux conseillers de changer leur argumentaire et ça devient plus facile pour eux. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, offre produits-services de demain. La deuxième tendance que l'on sent concerne l'approche client, avec une volonté de la part des assureurs de proposer des démarches globales, ce qui se traduit par davantage de transversalité entre les produits d'investissement proposés, je l'évoquais, soit des produits d'épargne, de la retraite, de l'immobilier par exemple, et la volonté de proposer des services additionnels. Et ça, c'est peut-être un peu, on va dire, le challenge de demain pour enrichir la proposition de valeur client. Alors, je vais prendre un exemple. L'exemple de la retraite, qui est un domaine sur lequel nous sommes sollicités aujourd'hui et pas mal sollicités, et qui, je pense, est un révélateur de la dynamique qui est en train de se passer sur le marché. Il y a plusieurs acteurs, principalement des banques assureurs, qui ont lancé cette année une réflexion sur la mise en œuvre d'une plateforme retraite, ce qu'on appelle une plateforme retraite. L'idée étant de sortir de l'effet tunnel de la vente du simple pair, qu'évoquait Laurent, pour se positionner plus en marketplace financière. Le point de départ de cette réflexion, c'est de considérer les besoins financiers des clients dans leur globalité, de prendre en compte les aspirations, les styles de vie des clients. Et ça se décline par une approche holistique de la retraite qui va du conseil en fiscalité concernant sa retraite complémentaire jusqu'à la proposition de produits de placement, en passant par des services comme l'agrégation de produits financiers, la proposition de contenus simples sur des formats innovants, par exemple. Donc ça, c'est un peu la deuxième tendance qu'on voit. Et enfin, la troisième tendance, c'est ce que j'appelle moi le en même temps, c'est-à-dire davantage de digital et davantage d'humain. D'un côté, l'assurance a encore pas mal de chemin pour aller vers davantage de self-care, des possibilités offertes à distance et sur son espace client. Tu évoquais, Jean-François, la digitalisation des process existants, mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Mais de l'autre côté, le conseiller doit trouver un nouveau positionnement. Et là, ce n'est pas si simple que ça pour proposer davantage on va dire, valeur ajoutée et un conseil additionnel à ses clients. Et ça, je reviens sur la technologie et je termine là-dessus, Jean-François. Pour moi, l'intelligence artificielle, la data seront clés pour soutenir les conseillers dans, par exemple, la compréhension des besoins du client, dans le soutien dans leurs argumentaires commerciaux ou la proposition, par exemple, de ce qu'on appelle du next best action. Voilà, un peu en gros brossé, mais ce qui est un peu la reprise de tout ce qu'on s'est déjà dit depuis le début de cette… Non, mais c'est bien de faire un peu de prospective sur un secteur qui nous touche tous directement. Là, je voyais Laurent boire du petit lait pendant boire tes paroles, parce qu'effectivement, c'est un peu au quotidien ce que tu vis, Laurent, et peut-être justement insister sur cette partie digitale plus humain qui est au cœur notamment de vos solutions au Luxembourg. Oui, alors je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, donc je vais pas répéter. Je pense qu'il y a une formule que j'aime bien, c'est aujourd'hui, nous sommes tenus de faire grandir l'avoir et l'être. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité de nos clients. C'était en fait un raisonnement de niche il y a quelques années, l'ESG, l'ISR, enfin tous ces acronymes. Mais aujourd'hui, c'est une vraie volonté. Les Français, les clients veulent du vert dans leur assiette, mais ils veulent aussi du vert dans leur épargne. Et ça devient vraiment le mainstream maintenant, alors que c'était un produit de niche.
Et par rapport à une approche client, donc AXA a été très précurseur en la matière. Tout à l'heure, je n'ai pas évoqué ça en exorde, mais dès 2015, on commençait à considérer un peu avec humour qu'il fallait qu'on fasse grise mine pour le charbon, en fait. Et on a commencé à avoir des chartes d'exclusion de nos investissements chez AXA. Récemment, AXA IM ou Arquitas ont été primés pour leurs investissements justement avec des critères ESG, ISR, etc. Donc vraiment, cette logique de taxonomie est très, très présente dans notre groupe. Mais au-delà de cela, dans l'approche client, elle devient de plus en plus prégnante, c'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où les gestionnaires d'actifs ont considéré que le durable était également rentable, et ce qu'on voit bien d'ailleurs dans certains indices, sur les MSCI, avec récemment sur tout ce qui est ESG, plus performant à la limite avec les crises sanitaires qu'on a aujourd'hui que les investissements classiques. À partir du moment où on arrivait à faire rentrer le durable dans le rentable, évidemment pour des clients, qu'ils soient fortunés ou non, eh bien, ça a aujourd'hui encore plus de sens. Cette quête de sens, elle est en plus pas philanthropique uniquement, rien contre la philanthropie, mais elle devient également en fait un mode de gestion qui, sur la durée, et l'assurance vie est évidemment une enveloppe qui s'inscrit dans la durée, donc peut permettre de concilier finalement le participer à l'amélioration de la planète. Il y a un élément que je voudrais souligner dont on n'a pas parlé, mais que ce soit sur le digital ou que ce soit sur les investissements responsables, durables, responsables, c'est plus un problème de génération. Parce que avant, on avait vraiment la séparation des deux mondes. On avait les milléniums d'un côté sur le digital et puis la silver economy, mais aujourd'hui, tout le monde est rassemblé par Zoom, par Teams, le mode de communication, et aujourd'hui, ça instille dans toutes les générations, en fait, le fait de gérer à la fois le digital et également le souci planétaire. Aujourd'hui, nos clients réfléchissent également pour leurs petits-enfants, ce qui n'était pas le cas avant. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas, évidemment, la volonté de transmission, mais c'était de la transmission patrimoniale, mais ce n'était pas obligatoirement de la transmission de valeurs. Aujourd'hui, les valeurs de nos clients doivent se retrouver dans la valeur de leur portefeuille. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, nous, au Luxembourg, tout à l'heure, il a été indiqué qu'évidemment, le private equity prenait de plus en plus de place. Pourquoi? Parce que c'est le lien avec l'économie concrète, le lien avec l'économie réelle. Et c'est évidemment ce que le Luxembourg permet de faire plus qu'ailleurs, bien sûr, parce qu'on parle d'un contrat d'assurance vie qui est un petit peu le couteau suisse de la gestion de patrimoine. Mais c'est vrai que le private equity est très prisé au Luxembourg. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. On peut. Le champ des possibles est très large. Ensuite, chaque compagnie, chaque assureur décide de là où il place sa ligne et de l'expertise qu'il est capable de donner, parce que qui dit private equity dit également expertise. C'est pas non plus et également, évidemment, intérêt pour le client et pour son appétence au risque, parce qu'effectivement, tu as raison, Jean-François, on peut faire beaucoup de choses au Luxembourg avec des catégories de clients et de primes, mais en même temps, il faut savoir aussi préserver l'épargne du client et le fait de savoir si évidemment les investissements qui génèrent aujourd'hui du rendement ne sont pas trop risqués par rapport à son profil de risque, qui est toujours extrêmement important. Je ne reviens pas sur cet élément qui est… Quand on a préparé la table ronde, tu disais des solutions qui réchauffent la relation sans réchauffer la planète. C'est beau. Il y a un copyright peut-être. Oui, bien sûr. Non, mais parce qu'en fait, la finance, et c'est un peu ça, la finance doit se réchauffer. On est contre le réchauffement climatique, mais elle doit se réchauffer en termes même de vocabulaire. J'avais dit avec humour qu'il fallait passer du PIB au BIB, au bonheur intérieur brut, parce que cette dimension tout à l'heure dont on parlait, à savoir l'investissement durable, protection de la planète, etc., c'est aussi un investissement plaisir. Les gens ont l'impression de participer en fait à une amélioration de l'environnement dans lequel ils évoluent. Bien sûr. Et je vais passer la parole. Ouais. Je pense que c'est important le storytelling. On parle beaucoup de ça avec les sociétés de gestion, de pouvoir se projeter. Peut-être poursuivre la discussion avec Emmanuel. Emmanuel, il y a deux éléments moi qui m'ont frappé quand on a parlé avec les uns et les autres. C'est le fait de cette dimension internationale, et on y reviendra avec Pascal, je pense, au sein du Crédit Suisse. Difficile d'aborder ou de gérer des fonds thématiques si on n'a pas cette envergure internationale. Et donc l'intérêt pour des investisseurs, on l'a vu dans la période actuelle. Et puis on a aussi une diversification sur toutes les classes d'actifs. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces deux dimensions vis-à-vis de l'épargnant? Puis peut-être aussi la troisième, le storytelling et les histoires. Oui, alors effectivement, la diversification, elle passe à la fois sur les supports et sur les zones. Donc les supports, soit on choisit d'être très liquide et puis effectivement, on va sur des choses extrêmement sécuritaires, soit on choisit de diversifier, ce qui est absolument nécessaire aujourd'hui.
puisque si on considère que la plupart des épargnants étaient sur des produits de taux, quand on voit que le contrat de CAPIS c'était 1,40, si vous voulez, ça ne peut pas non plus être suffisant à long terme. Donc effectivement, la nécessité de diversifier sur d'autres supports est extrêmement importante. Donc ça peut être, il n'y a pas non plus, énormément de catégories qui sont choisies par les investisseurs. En général, c'est beaucoup les actions, beaucoup l'immobilier et beaucoup les thématiques, vous l'avez dit tout à l'heure. Nous, ce qui nous paraît aussi important, au-delà en fait de la zone géographique, c'est surtout les secteurs. Il se trouve que les secteurs qui sont aujourd'hui en progression, ce sont des secteurs dans certaines zones géographiques. Donc, essentiellement la Chine, hein, quand on dit la Chine ou la tech, c'est la Chine et la tech en réalité. C'est quand même aussi, d'ailleurs, assez, je dirais, intéressant de remarquer que si le coronavirus a touché en premier lieu la Chine, ça sera quand même la seule économie qui va présenter une croissance positive cette année. Donc, elle va afficher vraisemblablement une croissance de 2,3 pendant que les États-Unis seront à -4 et l'Union européenne sera à -8. Donc en même temps, ce qui est surprenant, c'est que non seulement ils vont augmenter ils vont afficher une croissance positive, mais en plus ils augmentent leur part dans le commerce mondial, puisque après pandémie, 25% des exportations dans le monde proviennent de la Chine, alors que c'était 20% avant la pandémie. Donc on voit réellement que c'est une zone qui est en extrême progression, qui devient une locomotive en fait pour l'économie, et c'est essentiellement dû à des sociétés sur la tech, hein, donc qui ont été pour la plupart extrêmement, je dirais, poussées aussi par le gouvernement et qui aujourd'hui peuvent concurrencer les GAFA, hein, les BATX concurrencent les GAFA, mais seront peut-être aussi disruptés, ça sera pour Pascal j'imagine, puisqu'il y a pas mal de, je crois, de sociétés très jeunes qui vont arriver sur le marché de la tech. On va lui poser la question. Pascal, justement, la Chine, incontournable, la tech, c'est la Chine, l'environnement, c'est la Chine, la santé, c'est la Chine. On a parlé de la vague verte, on a parlé en introduction de cette table ronde de la vague grise et des seniors, et la vague jaune, alors le péril jaune. Est-ce que vous voyez monter cette... la montée de la Chine. Tout à fait. En fait, lorsqu'on gère des fonds thématiques, nous, on a une approche bottom-up. Je pense que la majorité des providers dans cet espace, ils ont une approche bottom-up. Donc, ce n'est pas nous qui décidons où on va, évidemment, c'est où sont les opportunités. Historiquement, on a une forte allocation sur les États-Unis. C'est là où il y avait effectivement beaucoup d'innovation. Il y a encore beaucoup d'innovation aujourd'hui aux États-Unis. Il n'y a qu'à penser à la Silicon Valley, à des endroits comme Boston, dans tout ce qui est, par exemple, healthcare et health-tech ou digitalisation du secteur de la santé. Mais de plus en plus, on voit un shift assez important vers l'Asie, vers la Chine. D'ailleurs, dans les portefeuilles, ça se représente. On voit une allocation de plus en plus forte pour plusieurs raisons, mais il n'y a qu'à penser à l'intelligence artificielle, par exemple, la Chine, qui était très en retard il y a quelques années et aujourd'hui en train de se positionner comme le leader. En termes de publication, vous aviez pratiquement 100% des papiers qui venaient des États-Unis il y a encore 10 ans. Il y a quelques années, c'était même une année ou deux, on était à 50-50 à peu près. Et aujourd'hui, on a une accélération sur la Chine. D'autant plus que les chercheurs là-bas peuvent publier et lire en mandarin et en anglais. Donc, ils ont un avantage indéniable. Donc, tout ce qui est digitalisation dans différents secteurs, la santé, l'éducation, la cybersécurité aussi, la Chine se profile de plus en plus comme un énorme marché et on voit évidemment cette accélération dans nos portefeuilles. Les marchés émergents pour nous représentent un marché énorme aussi en termes d'opportunités, en termes de sociétés disponibles. On a un univers d'investissement par exemple qui est tout ce qui concerne la technologie dans le secteur de l'éducation, le EdTech. Là, on a énormément d'exposition dans les marchés émergents. Ça reste des sociétés domestiques qui sont basées au Brésil, en Inde, en Chine, en sud-est asiatique. Et évidemment, l'Europe est très en retard dans ce genre de sujet. Donc, on a peu de sociétés européennes. Là où on voit beaucoup de sociétés européennes, c'est surtout dans tout ce qui est environnement, principalement dans les providers de solutions. Là, on voit des sociétés intéressantes, notamment dans les pays scandinaves. Vous avez pas mal de sociétés scandinaves qui sont intéressantes pour nous. Oui. Alors, j'avais une question qui a été abordée par Emmanuel aussi sur la disruption. Comment on fait quand on est gérant et qu'on cherche des nouvelles sociétés, les nouveaux leaders de demain, pour ne pas se faire disrupter? Enfin, comment les disrupteurs ne vont pas se faire disrupter demain, quoi? Comment on suit un peu tout ça? Oui, c'est un des grands sujets, on va dire, qui nous garde sur nos orteils, on va dire, aux aguets. En fait, il y a ce qu'on appelle une chaîne de disruption, clairement. Nous, on achète des sociétés en portefeuille qui, 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être plus tard, on voit des nouveaux arrivants sur le marché qui arrivent peut-être avec une meilleure technologie, un meilleur produit, et on doit être très, très attentif à ce genre de situation. C'est probablement le risque principal
qu'on a dans nos portefeuilles lorsqu'on gère des fonds thématiques avec des petites sociétés innovantes, c'est d'avoir des nouveaux arrivants. Vous pouvez aujourd'hui avoir trois gars dans un garage finalement qui peuvent arriver avec une technologie très intéressante, notamment dans tout ce qui est software, cybersécurité, etc. Donc d'où le lien mondial et d'où les liens avec tout ce qui est académique, recherche. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a structuré un advisory board avec l'École polytechnique fédérale de Zurich et l'Université de Bâle. Donc on a accès à un réseau finalement d'experts via ce partnership, ce partenariat. Donc on a accès finalement à des académiques, à des industriels aussi. Et c'est tout un réseau de start-up, de spin-off autour de l'université, mais autour d'autres universités dans le monde, ce qui permet finalement de voir les choses un peu avant qu'elles soient listées sur le marché. Ouais. J'ai noté 2 fonds assez intéressants. J'ai noté Healthcare plus digital. J'ai noté Éducation plus digital. C'est quoi un peu 2 mots sur justement ces 2 fonds? Oui, alors on a un fonds sur la digitalisation du secteur de la santé qui s'appelle Digital Health, qui existe depuis 2017 et qui a très bien fait cette année, plus de 60% de hausse. Et évidemment, c'est tout ce qui est numérisation du secteur de la santé qui est très en retard. Le secteur de la santé est très traditionnel. Il n'y a qu'à aller dans le réseau aujourd'hui pour… cette année, évidemment, il y a l'accélération de la télémédecine de certains secteurs, mais il y a encore beaucoup de solutions papier. Il y a encore peu d'utilisation de technologies type cloud. Tout ce qui est meilleure gestion des données, effectivement, monitoring, etc., peut être bien amélioré. Donc, tout le fonds se focalise sur cette thématique et on cherche que des pure players, évidemment. Pour tout ce qui est digitalisation du secteur de l'éducation, on a aussi l'ancienne thématique où là, il y a tout ce qui est éducation en ligne, mais c'est plus large que ça. Nous, on l'a structuré autour de ce qu'on appelle l'edutainment, qui est finalement qui incorpore une composante de jeu ou de ludo-éducatif dans l'éducation en utilisant des nouvelles technologies. Réalité virtuelle, réalité augmentée, des softwares pour les écoles. Donc, c'est tout un écosystème. Un peu en ligne aussi avec le désengagement de l'État, c'est-à-dire des parents, des sociétés qui veulent pousser à la fois la santé via notamment le digital et l'éducation via le digital. On est en plein dedans puisque c'est avec le Covid, c'est un révélateur énorme. Peut-être donner 2 exemples de sociétés parce que si je veux investir dans ces fonds, dans quoi j'investis concrètement? Est-ce que vous avez le droit de nous donner 2 exemples? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, sur le digital health, tout ce qui est numérisation du secteur de la santé, on peut penser à une société comme Dexcom, qui est aujourd'hui assez connue, qui était moins il y a quelques années, mais qui fait tout ce qui est suivi du glucose en temps réel pour le management du diabète, type 1 et type 2. Donc, ça permet de suivre en temps réel votre niveau de glucose et de mieux anticiper avec une application, avec un chip qui se porte, en fait. C'est un wearable. Donc, c'est ce genre de technologie dont on cherche. Ça peut être de la télémédecine avec des sociétés comme Teladoc, qui est un leader aux États-Unis. Vous en avez en Asie aussi qui se profilent comme des leaders. Ça peut être des sociétés comme Moderna, qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans la presse, qui utilise une nouvelle technologie à l'aide d'ARN messager. Donc, c'est ce genre de technologie dont on cherche. Pour l'éducation en ligne, ça peut être des sociétés comme 2U qui vont digitaliser les cours pour les universités, type Ivy League aux États-Unis, type Oxford en Grande-Bretagne, qui vont mettre en ligne, en fait, qui vont gérer toute la plateforme technologique pour ce genre d'université assez connue finalement. Et ils sont actifs dans tout ce qui s'appelle MOOC, Massive Online Open Courses, qui permet d'offrir finalement des cours à distance à une population beaucoup plus vaste. Il y a des providers en Asie aussi, par exemple, de tuteurs en ligne, ce qu'on appelle after school tutoring services, qui permettent finalement de compléter les cours obligatoires avec des tuteurs en ligne, avec des plateformes technologiques. Donc, il y a un vrai écosystème qui se développe et là, il y a énormément d'IPO, énormément de pipeline de nouvelles sociétés aussi. D'accord. Je vois que le temps passe vite, il est déjà 16h23 et donc on sait l'heure des questions. Il y a beaucoup de questions pour les différents intervenants. J'en ai retenu une. C'est un internaute qui pose la question de la crise du Covid comme générateur ou comme révélateur sur ces thématiques. Est-ce que vous pensez que avec le vaccin, la fin, on espère, de la crise sanitaire, du coup, ça fasse un peu pchit et que ces thématiques se dégonflent un petit peu et pour revenir, je pense, au monde d'avant. Pascal, peut-être un petit mot sur cet élément plus structurel, peut-être.
Oui, alors c'est pas évidemment la première crise qu'on connaît, la première accélération non plus qu'on connaît. Alors comme je l'ai dit un petit peu au début, nous on essaie de viser des forces structurelles de changement sur la société qui vont prendre plusieurs années, donc c'est pas un effet de mode. On ne crée pas une thématique simplement parce qu'il y a un effet de mode sur, je sais pas, un sujet quelconque. On a des thématiques assez ancrées dans le temps. Et évidemment, cette accélération qu'on a connue cette année a certes accéléré les choses, a certes accéléré une transition dans plein de domaines. Mais on est encore très loin des taux d'adoption pour lesquels on s'attend à atteindre dans les années à venir. Si je reviens sur la digitalisation du secteur de la santé, par exemple, il y a véritablement une accélération aujourd'hui, cette année, évidemment, tout ce qui est télémédecine a accéléré, mais en termes de taux de pénétration, de part de marché, vous êtes sur des taux très très bas encore, quelques pourcents, alors que tous les experts s'accordent pour dire qu'on va atteindre des 25-30% de pénétration sur tout ce qui est consultation virtuelle dans les années à venir. Même chose dans l'éducation, même chose dans la cybersécurité. C'est toutes des thématiques qui vont continuer pour nous et c'est assez certain de notre côté. Oui. Peut-être, Olivier, insister sur l'attelage, on t'entend pas bien, insister sur l'attelage Capgemini Altran. On parlait des robotiques, c'est aussi typiquement un thème structurel, industrie 4.0, l'intégration des robots, de l'industriel augmenté, on va dire ça comme ça. On a parlé du conseil augmenté. Ça ne va pas s'arrêter en 2021 parce que la crise du Covid sera réglée. Non, et je souscris à ce que vient de dire Pascal. En fait, toutes les tendances dont on parle ont été accélérées avec la crise, mais elles étaient pas dans les tuyaux, en fait. Il n'y a rien de nouveau vraiment. Et en plus, on voit que on réfléchit pas mal sur ce qu'on appelle les target operating models de demain avec nos clients. Et on voit bien qu'il y a un intérêt à aller vers ce type de solution. Par exemple, sur du New Way of Working, il y a du bénéfice pour l'entreprise, il y a du bénéfice pour les salariés. Après, c'est juste une question. Je pense que avec la crise et le confinement, on a basculé totalement dans un monde un peu particulier. On est revenu, après le premier confinement, on est revenu un peu en arrière. Et je pense que là, ce deuxième confinement commence à étalonner, enfin, on va commencer à rentrer dans une trajectoire. Je pense que ça va prendre un certain nombre d'années. Mais c'est un peu angoissant aussi, peut-être Laurent, réagir sur la manière dont vous pouvez accompagner, puis je conclurai avec Emmanuel, mais peut-être conclure sur cet élément un peu angoissant, j'allais dire un peu social aussi, c'est-à-dire que quand tu as des courtiers ou des conseillers qui font face à ce type d'accélération, de disruption, c'est et moi, et la mondialisation, et la disruption, et la technologie, et je sais pas coder, je comprends rien, et je suis un petit peu has-been, et je suis en dehors de… Comment tu fais pour réconcilier ça? Je suis d'accord. Tout à l'heure, Olivier parlait de self-care. Moi, je dis il y a le self-care et le tech-care. Donc, en fait, il y a les deux qui doivent être associés à la fois parce que, effectivement, on a l'impression, tout à l'heure, sans exagérer, mais quand on voit cette jungle des acronymes et tout ce que renferme aujourd'hui l'ESG, l'ISR, la taxonomie, toutes ces terminologies différentes et variées dans lesquelles on a du mal d'ailleurs à les classer pour les comparer. Donc, je pense que le prochain effort, il sera effectivement de la pédagogie de l'ensemble de ces acronymes. Qu'est-ce qu'ils sont exactement? Qu'est-ce qu'ils recouvrent? Pardon? Donc, qu'est-ce qu'ils recouvrent et comment les assembler dans un portefeuille? Exactement, parce que le risque, c'est d'un seul coup qu'effectivement, alors moi je suis totalement en phase avec nos amis, nos interlocuteurs, c'est-à-dire je pense que ça n'est absolument pas un mouvement de mode, mais que c'est une lame de fond. Parce que, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, par contre, il faut qu'on y voit plus clair. Je pense que notre rôle d'assureur, notre rôle de conseiller en gestion de patrimoine, notre rôle de gestionnaire d'actifs, ça va être d'éclairer, de faire de plus en plus de pédagogie pour ne pas tomber, évidemment, dans les excès. On ne peut pas passer d'un excès à l'autre. Le mouvement est là, on vient d'éclairer et nous devons être des pédagogues en la matière. Donner de la visibilité dans un monde moins visible, c'est le rôle de cette conférence et c'est le rôle de Cantalis avec ses outils. Et peut-être le mot de la fin à Emmanuel, parce que du coup, on se dit c'est plein d'opportunités pour nous tous, pour Cantalis y compris, mais c'est aussi plein d'opportunités pour les gens qui sont sur le terrain, la gestion de patrimoine, parce qu'on a des clients qui se posent des questions, et l'ISR, et la tech, et la robotique, et l'éducation, et comment j'investis, et pourquoi, etc. Effectivement, donc c'est toute l'opportunité d'une diversification de portefeuille, autant en termes de maturité, donc des choses qui peuvent être très liquides comme des choses beaucoup plus illiquides et puis des grandes thématiques.
Je pense qu'il faut effectivement garder dans son fonds de portefeuille des positions de long terme. Et simplement, moi, je dirais pour conclure, ce qui nous paraît être un petit peu caricatural, c'est que 2020, pour nous, ça a été l'année des secteurs. Hein, vous l'avez dit en préambule, Jean-François, il y avait vraiment des gagnants et des perdants. 2021, pour nous, ça sera vraiment l'année des thématiques porteuses dans tous les secteurs toutes les thématiques qui ont été abordées, qui sont nombreuses, qui sont variées et qui permettent d'avoir une bonne diversification de portefeuille. Bon, bah, c'est parfait. Bah, écoutez, on a cette table ronde qui nous a éclairé, j'espère, qui nous a donné de la visibilité, comme on a dit. La prochaine table ronde, justement, ça va être l'association des stratégies, parce que tous les investisseurs ne peuvent pas faire des fonds SRI 7. Il faut investir dans des fonds Crédit Suisse, mais aussi les diluer, parfois avec des taux, des obligations, de l'immobilier, etc. Et comment on fait? Ça sera tout l'objet de la table ronde numéro 3 dans une quinzaine de minutes. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.